Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2024. J'ai le plaisir d'avoir en vidéo, en duplex, Sylvain Ferreira, qui est un analyste, un historien, un analyste des conflits, je n'avais pas encore eu le plaisir de recevoir sur UPR TV et qui a bien voulu s'exprimer aujourd'hui pour commenter les questions d'actualité et tout spécialement, bien sûr, ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, puisqu'on a quand même le sentiment que les choses sont en train qu'il y a une escalade et que les choses pourraient s'envenimer rapidement dans l'attente de l'arrivée au pouvoir effectif le 20 janvier prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc Sylvain Ferreira, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, voilà, qu'est-ce que vous avez fait et à quoi vous vous intéressez? Alors, je suis historien militaire de formation, hein, j'ai un master 2 en histoire militaire contemporaine. Je suis spécialiste des conflits de l'époque contemporaine de 1850 à 1945. Je travaille beaucoup sur la problématique de l'émergence de l'art opératif, qui est un des vecteurs les plus importants de la force stratégique soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis... Bagration. Oui, notamment l'opération Bagration, qui est la plus connue. Mais je travaille aussi donc depuis 2018 pour un petit groupe de réflexion qui s'appelle Veille stratégique. Au départ, on avait une petite page Facebook et puis depuis le conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine en 2022, on a pris un petit peu plus de place. J'ai publié pas mal d'analyses sur différents canaux, Vue du droit avec Régis de Castelnau. Aujourd'hui sur le site Le Diplomate Média et puis avec Veille stratégique, on a des bulletins 2 fois par semaine, d'à peu près 50 minutes, 1 heure, pour faire un point sur l'actualité en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. Et puis tous les jours, on partage des informations qui viennent du front, aussi bien ukrainiennes que russes, pour essayer de faire comprendre aux gens les choses avec un petit peu plus de finesse et de détails que les déferlantes médiatiques ambiantes. Voilà. Mais quelles sont vos sources? Ce sont toujours des sources ouvertes où vous avez, par des réseaux qu'il ne m'appartient pas de connaître, des informations qui pourraient venir de services de renseignement de tel ou tel pays, pas forcément français d'ailleurs, mais je ne sais pas, ou ce sont que des sources ouvertes mais en allant chercher de l'information sur des journaux, des médias ukrainiens, russes ou je ne sais pas quoi? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'OSINT, hein, les Open Source Intelligence en anglais, hein, les sources ouvertes de renseignement. Donc ça regroupe aussi bien des blogueurs russes que des blogueurs ukrainiens ou des gens qui ont une certaine expertise. Je pense notamment au colonel McGregor ou à Scott Ritter pour ce qui concerne les anglo-saxons, hein, qui ont des visions qui sont très tranchées par rapport à ce que peuvent vendre d'autres gens de leur bord au niveau états-unien notamment, hein, aujourd'hui. On a aussi autour de nous des gens qui sont des anciens de la communauté, éventuellement du renseignement, des relations internationales et de la diplomatie, qui de temps en temps nous donnent quelques éclairages sur les événements. Ils sont plus en poste, mais ils nous donnent quand même leur avis. On en avait beaucoup parlé avec notamment un ancien du service action de la DGSE, spécialiste des communications, sur ce qui s'est passé avec les pagers et le Hezbollah, qui nous avait expliqué que techniquement tout ça était tout à fait faisable et vraisemblable et qu'on n'était pas face à une opération d'intoxication de la part d'Israël. Voilà. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet, Sylvain Ferreira, si vous en êtes d'accord. Ce qui intéresse le plus nos auditeurs, évidemment, comme tous les Français, c'est qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que on a l'impression que d'une part que l'Ukraine est en perdition, elle perd du terrain depuis des semaines et des semaines, notamment dans le Donbass. Elle a fait du surplace et même elle a rétrogradé dans la région de Belgorod, là où elle était intervenue en Russie. Mais alors il y a cette information qui a été décidée. Alors il y a une polémique pour savoir est-ce que vraiment Biden a bien décidé d'envoyer des missiles, enfin d'autoriser plus exactement l'Ukraine à envoyer des missiles en profondeur sur la Russie, enfin des missiles qui ne font jamais qu'entre 145 et 300 kilomètres de rayon d'action, hein, je parle sous votre contrôle. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà de la décision de Biden? Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu? Il y a des rumeurs qui disent qu'en fait c'est une intoxication du New York Times. Moi je vois quand même que Macron a
a rencontré Biden et a félicité pour cette décision. Donc, quel jeu cela joue-t-il, premièrement? Et deuxièmement, comment vous interprétez déjà d'abord la décision, si elle a eu lieu, et la première décision qui a suivi, c'est-à-dire l'envoi d'un missile attaque de longue portée américain qui est parti, c'était avant-hier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà quand le New York Times parle, c'est la CIA qui parle. C'est-à-dire que le New York Times, c'est la caisse de résonance de la CIA. La CIA qui est alignée sur les positions de ce que George Bush lui-même, ancien directeur de la CIA, appelait les fous du sous-sol, c'est-à-dire les néoconservateurs qui pourrissent la politique internationale des États-Unis depuis maintenant 25-30 ans. Ils sont des gens extrêmement habiles mais extrêmement dangereux. Dont on connaît la tête de gondole principale qui est Madame Nuland, avec son fameux Fud d'IUE sur le Maïdan en 2014. Donc, moi, j'analyse d'abord cette situation au regard de la problématique intérieure des États-Unis. Je pense qu'il s'agit d'une espèce de peau de banane, de barreau d'honneur de ces gens-là par rapport à l'arrivée de Donald Trump, et ils essayent de faire monter la pression. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès le lendemain, au point presse, Matthew Miller, qui représente le département d'État, quand il est interrogé par les journalistes américains, il dit mais non, nous on est au courant de rien. Il n'y a pas eu ce qu'il a appelé le update, donc une modification, une mise à jour de la stratégie américaine. Il n'y a donc toujours pas officiellement d'autorisation d'utiliser ce type d'armes dans la profondeur du territoire russe, dont effectivement il faudra reparler de la notion de profondeur. Est-ce que c'est plus de 300 km ou est-ce que c'est moins? Et pour frapper quoi? Parce que je pense que ça aussi c'est très important. Le lendemain soir, on apprend qu'il y a un ATACMS justement qui permet d'aller jusqu'à à peu près 300-350 km qui a été tiré, mais il a été tiré sur une cible militaire dans l'oblast de Bryansk et dans la proximité de ce que j'appelle le second arrière-front des unités russes qui opèrent à Soudja, dans le fameux saillant de Soudja au sud de Koursk. Donc on peut comprendre que cette frappe puisse servir les intérêts militaires immédiats de l'Ukraine sans remettre les intérêts vitaux et stratégiques de la Russie en danger. C'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. La seconde chose, c'est qu'on a un problème de narratif tout au long de cette journée. C'est-à-dire que le matin, les Ukrainiens, tous les organes de presse ukrainiens, qui ne sont que des répétiteurs de ce que les Américains leur disent de dire, nous explique que c'est une vague de 20 drones qui a opéré cette frappe. Et il faut attendre à peu près 8 heures de plus pour que là, le ministère de la Défense russe, lui, nous dise non, c'était pas des drones, c'était un missile, c'était 6 missiles ATACMS qui ont été employés et il y en aurait qu'un seul qui aurait touché directement ou indirectement la cible. Donc déjà, tout ça est très opaque. On arrive à la fin de la journée, personne ne sait toujours dire si Biden a donné ou non l'autorisation. Et il est donc très imprudent de commencer à dire que ça y est, ça va se permettre à la Russie de déclencher l'apocalypse, l'Armageddon et de vitrifier Kiev demain matin. D'ailleurs, géographiquement, vu la proximité de Kiev avec la Biélorussie, ce serait d'une imbécilité totale à l'égard de l'allié le plus fidèle de Moscou, qui est la Biélorussie. Donc, je peux vous interrompre un instant? Je vous en prie. Parce que si on veut comprendre bien ce qui se passe, vous êtes en train d'expliquer qu'il faudrait que Biden en personne donne son autorisation avant chaque tir ukrainien. C'est-à-dire que ça ne serait pas une espèce d'autorisation générale ensuite à la libre disposition de Zelensky de tirer les missiles qu'il veut, quand il veut, où il veut. Vous laissez entendre que l'autorisation serait une autorisation qui devrait être obtenue à chaque fois. Non, c'est une autorisation pour tout, entre guillemets, pour toujours jusqu'à révocation. D'ailleurs, il faut constater que Biden l'avait donnée et qu'elle est toujours en vigueur pour frapper l'arrière-front dans la zone de Kharkov. Ça, personne n'en parle plus. C'est-à-dire que les Russes, au mois de mai, ont déclenché une opération offensive contre Kharkov. Et là, Joe Biden a dit, écoutez, pour empêcher que Kharkov tombe, ce qui n'était d'ailleurs pas le but des Russes, mais en tout cas pour permettre aux Ukrainiens de mieux se défendre, on va les autoriser à utiliser des ATACMS dans la profondeur sur des cibles militaires, et c'est ce qui a été fait. Et les Russes n'ont rien trouvé à y redire, parce que ils ont constaté que c'était pas pour tirer des cibles névralgiques et stratégiques qui remettraient en cause l'existence même de la Fédération de Russie.
Et là, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si Joe Biden a donné cette autorisation générale pour refaire la même chose dans le secteur de course ou ailleurs. C'est toujours dans le flou. C'est ça qui est absolument phénoménal, c'est qu'on ne sait pas. Quand même, je le disais tout à l'heure, j'ai quand même pas rêvé. Macron, alors évidemment, Macron, mais je veux dire, il est quand même au G20 à Buenos Aires, il rencontre Biden, et en marge de cette rencontre, il explique aux journalistes que la décision prise par Joe Biden d'autoriser l'envoi de missiles en longue portée en profondeur sur le territoire russe, c'est une chose tout à fait bonne. Alors, c'est quoi ça? Il dit n'importe quoi? Il sait même pas de quoi il parle, Macron, dans ce cas-là, ou alors il y a une espèce de volonté délibérée d'entretenir un flou artistique? Ah bah je pense que c'est la dernière solution, c'est-à-dire que nous cherchons depuis lundi matin, certains depuis dimanche soir, le texte officiel du département d'État ou du Pentagone qui entérinerait cette décision, parce que si elle a été prise, vous imaginez bien, les États-Unis c'est quand même un grand pays avec une administration. La dernière fois pour Kharkov, ça avait fait l'objet d'une publication officielle avec le sceau présidentiel. Là, on la cherche encore, cette déclaration qui dit, voilà, vous avez l'autorisation d'employer ces équipements-là dans la profondeur du territoire de la Fédération de Russie. Et on ne l'a toujours pas. Aucun journal ne l'a produit, aucune administration. Et donc, je pense que Macron nous prend comme d'habitude pour des idiots. Il joue la commedia dell'arte, il essaye de se faire de briller devant les caméras, alors que 5 minutes auparavant, il était en train de faire excusez-moi cette expression un peu vulgaire, il faisait le faillot avec Sergueï Lavrov pour aller se faire filmer en train de lui serrer la main. Donc on est vraiment dans ce personnage complètement imbécile et infantile qui fait passer notre diplomatie pour rien. Et où il joue sa propre comédie pour ses intérêts personnels, à lui malheureusement contre les intérêts de notre pays. Alors, on en revient donc. Alors, premièrement, premier missile. Vous pensez qu'il y a eu un missile qui Atacams qui a bien été tiré, ou bien les 6, vous pensez que ce sont 6 missiles qui ont bien été tirés, ou vous êtes toujours vous-même incertain sur cette question? Moi, je pense qu'il y en a bien 6 qui ont été tirés. Je pense qu'ils ont pour 5 d'entre eux été abattus par la DCA russe, qui a l'habitude d'y faire face donc dans le secteur de Kharkov. Faut pas oublier, c'est pas une nouveauté pour elle. Celui qui a fait des dégâts, est-ce qu'il a frappé directement ou est-ce qu'après avoir été touché par la DTA, il est retombé, il a fait des dégâts? Ça reste à éclaircir, mais c'est très compliqué de le dire aujourd'hui et je pense que ce sera un travail pour les historiens, une fois le conflit terminé, d'essayer de le déterminer. Par contre, le fait que ce tir ait lieu pose des questions. Maintenant, c'est que ce tir ne peut pas avoir lieu sans que des militaires américains interviennent, notamment dans le repérage de la cible. Et donc, est-ce que là, on n'est pas à nouveau dans un problème interne aux États-Unis? Les gens du Pentagone sont en conflit direct avec les néoconservateurs depuis des années. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de leur glisser une peau de banane en leur disant « Ah, vous voulez qu'on puisse le faire, le tir? Vous allez voir, on va le faire. Ça va servir à rien militairement, simplement sur le plan diplomatique. Ça va permettre aux Russes, encore une fois, de se poser dans la posture de la victime et de faire ce qu'ils sont en train de faire depuis hier soir sur le territoire ukrainien. » Je le vois comme ça. D'accord, c'est une vision, je vous en remercie, parce que c'est une vision quand même très renouvelée de la situation, qu'on n'a pas l'habitude effectivement d'entendre dans les grands médias. Mais en d'autres termes, finalement, le Pentagone aurait voulu montrer la vanité de cette stratégie aux néoconservateurs. C'est un petit peu ça, si je comprends bien. Peut-être, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a peut-être des contacts entre le Pentagone et l'armée russe sur la question en disant on va faire quelque chose, mais ne vous inquiétez pas? Je pense que c'est quelque chose. De toute façon, déjà ce qui s'est passé ce matin avec, on va y revenir, le tir russe, c'est évident qu'il y a des contacts quelque part dans tout ça et que on est peut-être en train d'assister à une espèce de chorégraphie comme celle à laquelle on a assisté entre l'Iran et Israël, qui a été orchestrée bien évidemment par les gens du Pentagone eux-mêmes pour que tout le monde se calme et que tout le monde conserve la face de part et d'autre. Et je pense qu'on est probablement dans ce genre de choses. Parce que les gens du Pentagone ont toujours dit, n'oublions pas que cette séquence s'inscrit dans des séquences précédentes où on nous a dit, voilà, ils ont donné l'autorisation. La dernière fois, c'était Starmer qui a fait son kéké avec Macron en disant, on va y aller, c'est possible et tout.
Et puis 2 jours après, là, on a eu le communiqué officiel du Pentagone qui a dit c'est fini les bêtises. On ne veut surtout pas que vous puissiez faire ça. Donc vous rangez vos histoires et on en parlera un autre jour. Et ceux qui décident, c'est nous. Et c'est nous seuls. Parce que le Pentagone a un gros problème à régler, qui est un très grand problème stratégique et industriel, c'est la Chine. C'est pas l'Ukraine. L'Ukraine vient de leur servir à vider les arsenaux qui dataient de la guerre froide, des années 70-80. Ça va leur permettre de faire retourner l'industrie d'armement du complexe militaro-industriel pour refaire des matériels modernes, pour éventuellement s'affronter à la Chine. Et les programmes qui sont prévus ont été entérinés, puisque le fleuron d'une éventuelle guerre contre la Chine, c'est l'US Navy. Le programme de réinvestissement de l'US Navy date de février 2022. Il doit s'achever en 2035. Donc, toutes les histoires intermédiaires pour le Pentagone, ça commence à bien faire. Il faudrait que ça se termine. Et c'est d'ailleurs ça qui est en corrélation avec les nominations faites par Donald Trump de personnages au sein de toutes les institutions de défense des États-Unis ou de renseignement qui sont très remontés contre Pékin. Ça installe une cohérence, si vous voulez, dans cette affaire. Ça, je l'avais noté sur le sujet. On voit effectivement que Donald Trump semble avoir nommé des personnalités qui ont toutes pour point commun de vouloir finir rapidement le conflit avec la Russie, parfois même d'y avoir été hostile, comme Tulsi Gabbard, qui a été très hostile à ce conflit depuis le début. Mais en revanche, ils ont tous un point commun, vous le dites exactement, c'est-à-dire d'être inquiets face à la Chine, de vouloir soutenir Taïwan, et puis aussi d'avoir un peu en ligne de mire quand même l'Iran pour la question d'Israël. Mais pour en revenir alors à notre affaire, donc ça c'est le premier tir de missile, puis il y en a eu un deuxième hier, un missile Storm Shadow britannique qui a été lancé également par l'Ukraine. Alors, à votre avis là-dedans, d'abord, est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a bien eu ce missile? Deuxièmement, qui a décidé? Est-ce que c'est Zelensky? Est-ce que c'est le Premier ministre britannique Starmer? Est-ce que c'est la Maison-Blanche? Est-ce que c'est le Pentagone? Je ne sais pas. À votre avis, je sais que vous n'êtes pas forcément dans le secret des dieux, mais enfin, vous avez quand même cette approche analytique qui est très intéressante. Comment vous voyez les choses? Missile. Alors, déjà, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur 10 missiles qui ont été tirés. Ce qui signifie qu'il y a au moins 10 avions ukrainiens, puisque là, ce ne sont pas des missiles qui sont tirés par les HIMARS comme les ATACMS, donc des missiles sol-sol. Mais là, c'est des missiles air-sol. Donc, il faut qu'il y ait des avions qui les transportent et qui puissent les tirer. Ces avions sont vraisemblablement des Sukhoi 24 qui ont survécu, qui sont des avions de l'armée de l'air ukrainienne, qui datent de l'époque soviétique, ou des dons qui ont été faits par des anciens pays du bloc de l'Est, tous les anciens pays du pacte de Varsovie, qui sont probablement stationnés dans l'ouest de l'Ukraine, ce qui fait qu'ils échappent de temps en temps aux tirs russes de missiles pour finir d'achever l'aviation ukrainienne. Et donc, ils ont tiré sur une zone qui se trouve à 30 km seulement du front de Soudja. C'est-à-dire là où les Ukrainiens tentent de tenir le plus du territoire russe en vue des éventuelles négociations où Zelensky essaye de nous faire croire que parce qu'il tient encore un petit bout de Russie, il va obtenir le fait que les Russes se retirent des 4 autres oblasts en partie ou en totalité. Et donc, encore une fois, ça a visé une cible militaire. On pense qu'il s'agit là, cette fois-ci, même les réseaux ukrainiens et russes semblent d'accord sur le fait que ça visait un poste de commandement russe, pas un avant-poste, mais de second niveau de ligne. Il y a 10 missiles qui ont été tirés. On ne sait pas, les images que les Ukrainiens produisent nous montrent qu'il y aurait au moins 3 impacts. Les autres auraient été interceptés, là encore, par la DCA russe. Mais on est dans une action qui vise des forces militaires légitimes dans la guerre et rien qui soit encore du niveau des intérêts vitaux et stratégiques de la Fédération de Russie et qui nous entraînerait, bien sûr, dans l'application de la doctrine qui vient d'être révisée par le Kremlin avec le vote de la Douma, puis le décret qui a été publié mardi. Alors ça, c'est le troisième point, c'est que ça, c'est quand même du réel, même si la décision prise par Biden semble quand même exister, mais ne semble pas avoir été diffusée. Tout se passe un petit peu comme s'il y avait une volonté de flou délibéré maintenant des autorités américaines. En revanche, il n'y a pas de flou du côté russe. C'est-à-dire que là, Vladimir Poutine a pris un oukase, un décret, comme vous venez de le souligner, pour modifier la doctrine stratégique
russe en autorisant le recours à à des armes nucléaires en cas précisément de missiles qui frapperaient son sol national, émanant de puissances étrangères. Alors là, vous en pensez quoi de cette décision de Poutine? Est-ce que ça serait toujours en accord avec certaines forces aux États-Unis, ou est-ce que c'est pour une politique intérieure, une politique interne au sein de la Russie, ou bien parce que là, les opinions occidentales quand même ont le sentiment, honnêtement, que l'on joue avec le feu. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la tête des Russes, ça s'organise sur le temps long. Ce qui s'est passé avec ce décret, c'est la fin d'un processus en fait. C'est pas le début d'un processus, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Tout d'abord, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'avant 2022, les États-Unis d'Amérique ont modifié leur doctrine nucléaire pour s'autoriser le premier feu, ce qui n'avait jamais été le cas dans l'histoire militaire de l'armée américaine, sauf, nous le savons tous, à Hiroshima et Nagasaki. Mais depuis la guerre froide, l'armée américaine avait toujours dit, nous, le feu nucléaire, c'est, comme pour nous Français, dans la politique que le général de Gaulle avait voulu, que ce soit en riposte à une agression qui remettrait nos intérêts vitaux en jeu. Or, avant le 24 février 2022, les États-Unis ont modifié leur doctrine. Ça, les Russes l'ont bien enregistré. Tout ce qui s'est passé ensuite en Ukraine, où on a vu des armes occidentales de plus en plus puissantes être acheminées à la proximité, à la périphérie des frontières de la Fédération de Russie, n'a fait que renforcer, bien évidemment, l'inquiétude du Kremlin qui, avant l'élection présidentielle américaine, a commencé les discussions à la Douma autour d'un projet qui émane, bien sûr, de Vladimir Poutine et de son entourage, pour savoir comment on refondait la doctrine stratégique nucléaire russe. Et on a introduit un élément nouveau, c'est-à-dire que si des éléments d'armes conventionnelles viennent frapper les intérêts vitaux de la Russie, eh bien là, même dans ce cas-là, on s'autorisera en fonction de leur proportion et du danger qu'elles font peser d'employer une arme nucléaire pour y répondre. Voilà. Et donc, la concomitance des temps a voulu que, après les débats à la Douma et le vote de la Douma, eh bien, ce décret soit signé mardi. Voilà. Alors là, tout le monde pourra y voir ou non une coïncidence. Mais là, comme vous dites, je suis pas dans le secret des dieux pour savoir si le Kremlin a fait exprès d'attendre la date de mardi pour que la signature soit médiatisée à la télé, avec ensuite tous les débats qui ont eu cours en Russie à cause de ça. Alors, de votre propos ressort une idée générale que j'avais aussi développée. Vous êtes bien plus expert que moi, et c'est quand même le sentiment que les Russes, sur cette affaire, font une espèce de graduation de la riposte en fonction de l'attaque. C'est-à-dire que il faut, je pense, se retirer de la tête l'idée qu'à partir du moment où il y aurait un missile quel qu'il soit, ou une salve de missiles quelle qu'elle soit, qui frapperait le sol russe, aussitôt les Russes basculeraient dans la riposte nucléaire. On a le sentiment plutôt qu'ils examinent à chaque fois ce qui s'est passé exactement, et qu'ils ne vont pas réagir de la même façon si, en fait, il s'agit un peu de window dressing, comme on dirait aux États-Unis, c'est-à-dire pour présenter à l'opinion publique, une certaine forme de l'opinion publique, le fait qu'on aide quand même Zelensky. Mais ça, c'est une opération de marketing politique, mais concrètement avec des missiles qui n'iraient pas très loin, comme vous l'avez dit, ou qui frapperaient des cibles exclusivement militaires, ou qui tomberaient finalement au milieu d'un désert, ou enfin ne tueraient personne, qui serait plutôt une espèce d'agitation. Et à ce moment-là, si je vous comprends bien, la réponse russe serait proportionnée à la plus ou moins grande violence de l'attaque. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? On est tout à fait d'accord qu'effectivement, de notre côté, on fait du marketing et des coups médiatiques, et que les Russes, fort intelligemment, eux, regardent l'évaluation réelle sur le terrain et comprennent bien qu'il n'est pas question d'employer, comme on dirait, les grands moyens pour aussi peu de choses. C'est pour ça que moi, depuis le début de la semaine, je n'arrête pas de parler de Shakespeare en disant tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien. Et d'ailleurs, ce matin, ce que les Russes ont fait, eh bien, c'est tout simplement de nous dire, voilà, on a mesuré ce que vous étiez en train de faire. Nous aussi, on sait faire des coups médiatiques. On va utiliser pour la première fois un vecteur intercontinental qu'on va probablement avoir modifié, parce que d'habitude, il est capable d'emporter 4 ogives plus 2 ogives l'heure
des ogives nucléaires. Là, on en aurait, semble-t-il, mis 6 qui soient toutes des ogives conventionnelles. On a enlevé. On a vu 6 tirs et non pas 4. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les spécialistes ont un doute, enfin, les spécialistes de ce type d'armement ont un doute sur le fait que c'est bien un Roubaix 26 qui a été utilisé, pas autre chose, parce qu'ils disent, d'habitude, il y a les leurs. Oui, mais là, si c'est pas avec des ogives nucléaires, rien n'empêche de mettre 6 ogives conventionnelles. Voilà. Ça veut dire que le Pentagone était averti, puisque le tir allait d'est en ouest, donc pour pas qu'il y ait de riposte d'un seul coup au sein des systèmes de sécurité de l'OTAN, que les types deviennent pas fous et fassent décoller la chasse en Allemagne pour rien, ou nous, notre force nucléaire stratégique, ils ont dû prévenir les États-Unis, c'est les conventions entre les pays qui veulent ça. Je pense pas qu'ils aient prévenu les Chinois vu que le tir allait dans l'autre sens pour pas que les Chinois soient inquiets non plus. Et au final, ils ont visé, ça c'est bizarre parce que dans la communication sur nos médias, on n'en parle pas, on nous dit ils ont visé la ville de Dniepro. Non, monsieur, ils ont pas visé la ville de Dniepro parce que sinon il y aurait pas eu de vidéo d'habitants de Dniepro pour nous montrer les images. Ils ont visé vraisemblablement une usine qui produit les derniers missiles qui sont produits sur place par l'armée ukrainienne. Donc c'est une cible de haute valeur ajoutée dans la guerre. Et donc on voit bien que la Russie répond à des attaques contre ses forces armées par des attaques contre les moyens industriels de l'ennemi. C'est pareil. Vous imaginez bien que si ces 6 impacts avaient touché la ville, les médias occidentaux se gargariseraient comme des cochons indécents qu'ils sont du nombre de morts que ça aurait fait dans la population civile. À l'heure où nous parlons, il n'y a encore aucun décompte du moindre mort et du moindre blessé, avec la puissance de feu qui vient conventionnellement d'être déployée. Donc vous voyez bien que les Russes sont mesurés. C'est spectaculaire parce qu'ils doivent parler aussi à leur opinion publique pour dire voilà, on a pris une grande décision avec ce décret, on se laisse pas faire, on n'est pas des fous, on va pas déclencher la guerre nucléaire générale, mais on est capable de porter un coup très fort, surtout que ce missile, si c'est bien celui-là, personne ne s'imaginait qu'il allait être employé à ces fins-là, donc c'est même sur le plan technique une petite surprise aussi pour les observateurs occidentaux. Oui, parce que quand même, je parle sous votre contrôle, c'est un missile qui peut faire à peu près du 7 km/s, du 24 000, plus de 24 000 km/h, qui navigue à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, donc qui est absolument foudroyant, que aucun système antimissile ne peut l'arrêter, en tout cas, je crois, en Occident, et qui enfin peut porter des charges nucléaires. Donc c'est la première fois que c'est utilisé, semble-t-il, dans un acte de guerre. C'est quand même un sacré message aux opinions occidentales. Et moi, je suis quand même un peu baba pour tout vous dire. Je ne comprends rien. C'est quand même quelle est la stratégie poursuivie par des gens comme Macron, et je ne comprends pas. Parce que et même comme les néoconservateurs américains, parce qu'ils sont en train de faire quoi là? Ils sont en train de faire monter un rejet par l'opinion publique française contre la politique de Macron, parce que les Français se rendent compte, ils savent quand même que notre armée est quand même extraordinairement démunie en ce moment, elle l'a été d'ailleurs de plus en plus, et qu'on n'aurait absolument pas les moyens, enfin c'est ce qui vient de se passer sur Dniepropetrovsk pourrait avoir lieu demain sur Vierzon, ou sur des usines d'armement, je ne sais pas où en France, et puis on fait quoi? On est absolument incapable de riposter. J'ai raison ou j'ai tort? Là, c'est sûr que ce missile est fait pour frapper jusqu'à presque 6000 km depuis son site de lancement et que nous n'avons pas de système anti-aérien capable d'intercepter tout ça. Maintenant, bien sûr, les Russes vont pas nous frapper, mais c'est sûr que les positions prises par notre gouvernement et par le chef de l'État sont complètement... c'est l'hubris, ce type. Enfin, je vais pas vous le dire, vous l'avez mieux expliqué aux Français que moi, est complètement fou. C'est un adolescent. Il se vit en chef de guerre, c'est encore pire que François Hollande, et il veut essayer de se faire mousser avec tout ça, alors que il a des petits bras qui lui permettent même pas de menacer un pays africain aujourd'hui. Enfin, c'est lamentable, c'est lamentable. Et les néoconservateurs, eux, c'est le barreau d'honneur, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est un projet qui remonte à avant 2014, qui va se casser la figure devant eux, parce que Donald Trump va mettre le dernier clou dans le cercueil de leur projet fou. Alors c'est peut-être justement la dernière partie de notre entretien qui est vraiment très riche, et vraiment je vous en remercie parce que vous apportez quand même des éléments d'appréciation qui sont non seulement très intelligents et sourcés mais réfléchis, mais en plus quand même un peu rassurants. Quand même, comment est-ce que vous voyez la sortie de crise dans cette affaire? C'est-à-dire, il y a quand même
si je voulais vous provoquer un peu par rapport au caractère rassurant de vos propos, c'est que l'histoire universelle montre que parfois il y a eu des guerres qui se sont déclenchées sur finalement des méprises ou sur des erreurs ou sur des choses qui sont allées au-delà de ce que l'on pensait, parce qu'on est quand même avec des hommes et il peut y avoir, je sais pas, un coup de sang. D'un côté, on a Vladimir Poutine qui est un homme que personnellement je juge extrêmement intelligent et très réfléchi et qui est un peu un monstre froid, qui est un calculateur, qui a fait preuve d'une maîtrise de soi depuis 2014, qui quand même est stupéfiant, force l'admiration. De l'autre côté, on a l'impression que Biden est complètement hors jeu et qu'il y a autour de lui des gens complètement excités. Et en France, on a un fou furieux entouré de gamins comme Jean-Noël Barrot. Donc, est-ce qu'il y a quand même pas un risque que même si tout est organisé, chorégraphié, comme vous l'avez dit, de façon très percutante tout à l'heure, avec au niveau des militaires qui eux savent de quoi ils parlent, est-ce qu'il y a quand même pas un risque qu'à un moment la machine s'emballe et aille au-delà? Ça, c'est le premier point. Notamment, est-ce qu'on n'est pas là jusqu'au 20 janvier dans la période la plus chaude, la plus dangereuse à cet égard? Alors, je commencerai par répondre à la dernière question. C'est vrai que jusqu'au 20 janvier, ce genre de choses risque de se reproduire d'une manière ou d'une autre, avec des tentatives d'intoxication. Et une fois encore, il faudra bien regarder quels sont les journaux américains ou les médias américains qui parlent pour comprendre que c'est la CIA qui parle et donc que ce sont les néoconservateurs qui sont derrière. Ensuite, en ce qui concerne la problématique de quelque chose qui échapperait finalement aux politiques, eh bien moi, ma réponse, je ne vais pas changer aujourd'hui. Le Pentagone est le gardien ultime qui évitera que ça dégénère. Voilà, pour moi, j'en suis persuadé. Ils sont tellement vent debout. Parce que quand on parle, moi j'aime pas quand on parle d'États profonds américains, moi je parle des États profonds américains. La CIA, les néocons forment une faction, le Pentagone et ses soutiens en forment une autre, et eux, c'est eux qui ont les militaires et les armes entre les mains. Donc les autres peuvent monter des opérations, des magouilles, comme c'est peut-être ce qu'ils ont monté encore en Baltique, sous couvert des manœuvres aéronavales que mène l'OTAN depuis le 18 novembre. Comme par hasard, on a 30 navires de guerre, des sous-marins, des avions partout de reconnaissance, de surveillance, et ils n'auraient pas vu des types en train de couper à quelques encablures de leur position les fils, les câbles sous-marins entre la Suède et les pays baltes. C'est complètement fou cette histoire aussi. Donc ils peuvent faire ce genre de choses, mais vu que sur le plan militaire, c'est le Pentagone qui dit à la fin on appuie ou non sur le bouton, heureusement pour nous, je pense que ça évitera d'aller plus loin que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi j'appelle non pas à dire tout ça ne peut pas dégénérer, mais à le prendre avec énormément de recul, de prendre le temps d'analyser et d'essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre et de ne pas perdre de vue que ce qui est d'abord à l'œuvre, c'est un conflit interne au sein du pouvoir américain, dont les pauvres Ukrainiens ne sont que les instruments dans tout ça. Très bien. Alors, donc, dernière question, c'est, admettons, donc, on va comme ça, cas 1 quart jusqu'au 20 janvier. Il y a ces espèces de baroudes d'honneur des néoconservateurs. Arrive le 20 janvier et Trump prend possession de la Maison-Blanche avec les équipes qu'il a formées. Alors, c'est un peu fou de savoir si les gens qu'il a nommés vont être validés ou pas validés par le Sénat, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a une clause dans la Constitution américaine qui permet qu'il soit nommé sans que ça soit validé. Alors, moi, ce que je vois en tout cas, c'est quand même une très grande différence entre Trump 2 et Trump 1, parce que Trump, en 2016, on avait l'impression qu'il débarquait un peu, qu'il n'avait pas vraiment assuré ses arrières, qu'il savait pas très bien à quoi il allait avoir affaire, et il a mis parfois des mois et des mois pour faire nommer les gens qu'il souhaitait, en se heurtant à une opposition phénoménale, alors que là, on a l'impression que son équipe est déjà bouclée, et que par ailleurs, il a une légitimité extraordinaire pour toute une série de raisons, y compris le fait qu'il a eu le vote populaire, ce qui, depuis, je crois, ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un président républicain qui avait eu le vote populaire lors de l'élection. On a l'impression aussi, je sais pas, on a l'impression que Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris se sont volatilisés. Comment vous voyez, donc, si Trump arrive au pouvoir, j'ai vu qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait déjà des négociations où la Russie aurait déjà fait valoir comment elle voyait les choses
pour une Ukraine qui serait morcelée en 3 grands morceaux, une petite partie à l'extrême occident, l'ouest, qui pourrait être cédée en partie des revendications territoriales anciennes de la Pologne ou de la Hongrie, par exemple, pour d'ailleurs donner satisfaction à ces pays de l'OTAN. Deuxièmement, la Russie qui garde évidemment la Crimée, mais aussi toutes les républiques qui ont été intégrées juridiquement dans le droit interne russe à la Fédération de Russie. Et puis le reste, le centre, avec quelque chose d'un mystérieux, c'est la région d'Odessa qui ferait le lien avec la Transnistrie, mais surtout le reste et le centre qui serait interdit d'entrer dans l'OTAN et qui servirait de zone tampon. Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de propositions russes ou d'autres choses d'ailleurs, et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça pourrait se produire? Encore une fois, on est bien d'accord que vous, comme moi, on s'informe beaucoup, on échafaude des hypothèses, mais bon, tout ça est évidemment pour nourrir la réflexion de nos auditeurs. C'est pas des choses absolument sûres et certaines que l'on évoque ici. Oui, tout à fait. C'est pas, faut le rappeler, c'est pas un luxe. Il est clair que depuis que Trump a été élu, il y a des contacts entre ses équipes et la diplomatie entre guillemets secrète russe, hein, donc discrète, c'est-à-dire que ça se fait pas devant tout le monde et que les gens doivent discuter. De toute façon, on avait vu le président Poutine au cours de la réunion des BRICS dire bah voilà, nous on est toujours prêts à revenir à une table de négociation, mais n'oubliez pas, ce sera à nos conditions, ce sera pas aux conditions qu'on viendra nous imposer, parce que après entre 80 et 100 000 morts, des centaines de milliers de blessés et puis des coûts à notre économie, on va pas vous céder ce que vous voulez comme on était prêt à faire quelque chose à 50-50 en février-mars 2022. Donc déjà, ça c'est le premier point. Les plans qui sont posés, alors celui-là en plus, ce qui est très intéressant, celui que vous venez de rappeler, on l'avait déjà vu poindre il y a 1 an. Hein. C'est pas la première fois qu'on en entend parler de cette division en 3 parties avec ces situations-là pour chacune des 3. Hein, c'est vrai que beaucoup de gens ont oublié les querelles entre les Hongrois, les Polonais et même les Roumains. J'insiste aussi, la Roumanie aimerait bien récupérer une partie de l'Ukraine. Hein. C'est tous les cadeaux que Joseph Staline s'était accordés en 1945, ne l'oublions pas. Et d'autant plus que les minorités linguistiques ont été martyrisées, les Magyars et les Roumains, par le pouvoir de Kiev pour envoyer leurs ressortissants au front en premier. Hein. C'est terrifiant ce qui s'est passé pour ces gens-là. Donc moi, je pense que ça va se faire aux conditions des Russes parce que Trump a envie de passer rapidement à ce qu'il a à faire aux États-Unis, à ce qu'il a à faire également au Proche-Orient et que ce qu'il veut, c'est réaplanir son rapport avec la Russie tout en gardant, si possible, dans les rapports États-Unis-Amérique, le haut du pavé. Mais l'Ukraine, pour lui, c'est terminé. Ça a joué son rôle. Il faut pas oublier, on en parle peu, qu'il en veut beaucoup à Zelensky par rapport à l'affaire Hunter Biden, hein, puisque Zelensky a refusé les demandes qu'avait formulées Joe Biden pour qu'on mette vraiment Hunter Biden au pilori et son père avec pour éviter qu'il soit réélu. Que demandait Trump? Vous avez dit Biden. Trump demandait que Zelensky fasse pression sur le procureur général de l'Ukraine pour qu'il dévoile tout ce qu'il savait des turpitudes, hein, puisque c'est de ça dont il est question, d'Hunter Biden en Ukraine. Donc je pense que il va peut-être lui sauver la vie, ça c'est mon analyse personnelle, c'est qu'il va éviter que les gens de la mouvance bandériste azovite liquident Zelensky dans la foulée. Mais en ce qui concerne l'avenir de l'Ukraine, elle sera neutre, elle sera démilitarisée complètement. Alors après, au niveau du partage territorial, les 4 oblasts seront russes, l'Ukraine, la Crimée, sera russe, et le reste là devient négociable. Est-ce qu'on fait un corridor jusqu'à la Transnistrie? Comment on la sanctuarise? Qu'est-ce qui va se passer avec Odessa? C'est là-dessus que ça va se discuter. Et sauf sur la ligne de front. C'est-à-dire que actuellement, excusez-moi de vous interrompre, mais actuellement, les oblasts, par exemple, de Donetsk, sont pris par la Russie à hauteur de 70% à peu près. Donc il y a quand même encore. Est-ce que l'idée c'est de s'arrêter sur la ligne de front actuelle? Ou ce serait d'agglomérer l'ensemble des régions qui dépendent de Donetsk, par exemple? Non, si je peux prendre un exemple, même s'il est lointain dans notre histoire, enfin il a une centaine d'années, on n'a jamais remis les pieds avec notre armée à Strasbourg en 1918, on a demandé aux Allemands de nous la restituer. Eh bien là, ce sera la même chose, hein, c'est-à-dire que
comme l'Alsace et la Lorraine n'avaient pas été reconquises de force par l'armée française, si on s'arrêtait avant que les forces russes ne les récupèrent, l'intégralité des 4 oblasts sera dans la Fédération de Russie. Ça veut dire que les Russes prendront à nouveau pied sur la rive nord du Dniepr, réoccuperont la ville de Kherson, occuperont la ville de Zaporozhye, etc. Faut bien qu'on s'entende sur ces choses-là. Je pourrais vous objecter, à contrario, l'attitude de la Prusse avec d'enfer Rochereau et le territoire de Belfort. Et que les Allemands n'avaient pas réussi à prendre et que justement ils ont laissé ensuite à la France après la défaite de Divan de 1870 en fait. 71. Donc là justement ils ont. Mais la Prusse et la France à l'époque étaient encore 2 États souverains qui discutaient tout seuls. Et comme je n'ai donc pas eu de cesse de le dire depuis novembre 2022, la négociation va avoir lieu entre Washington et Moscou, et comme je le disais de manière imagée ce matin dans mon bulletin, il y aura peut-être 2 strapontins de chaque côté du mètre américain, un sur lequel sera assis le représentant de l'Union européenne, qui n'aura pas le droit d'ouvrir la bouche, et Zelensky à côté de l'autre, qui peut-être aura le droit d'ouvrir la bouche, mais qui, à mon avis, vu ce que pense Trump de tout ça, n'aura le droit qu'à pas grand-chose d'autre que du symbolique, et rien de concret sur le terrain. Je pense qu'on en est là, et c'est terrible pour nous, parce que nous, Français, on s'est désavoués sur la scène internationale par rapport à ce qu'a fait François Hollande avec les accords de Minsk 1 et 2, et il aurait été de bon ton qu'un autre président de la République essaye de restaurer un peu notre image en nous permettant de réaccéder à ces négociations, en passant au-dessus de l'Union européenne pour être de nouveau une force de paix et une force de construction. Et ça, c'est terrible pour nous, au-delà de ce que fait Macron là en ce moment à gesticuler, c'est que la France ne sera même pas à cette table des négociations. C'est terrifiant. Ce sera un représentant de l'Union européenne. Et on est en plus de ça, on n'a même pas la prudence qui est celle de Scholz ou de Meloni, c'est-à-dire que l'Allemagne et l'Italie ont bien fait savoir qu'il était hors de question pour eux de donner l'autorisation d'envoyer des missiles longue portée sur la Russie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, c'était, je crois, Maduro, le Vénézuélien, qui a comparé qui a mis dans le même sac une espèce d'axe du mal. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, on est les jusqu'au boutistes, ce qui montre d'ailleurs au passage qu'on connaît l'histoire de France, à quel point nous sommes à contre-emploi dans toutes ces opérations, et à quel point finalement Macron sert des intérêts qui sont le contraire exact de nos intérêts nationaux. C'est en tout cas ce que je pense. J'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de penser la même chose que moi, en fait. Ah, ça, monsieur Attefino, vous savez bien que je partage avec vous tout ça. Enfin, on sait bien que tout ça, c'est l'antithèse de ce qu'a fait le général de Gaulle et de ce qu'il nous a légué. Donc, c'est absolument aberrant. Tout patriote, tout Français doit se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est advenu de nous dans toute cette histoire? Et surtout, il faut jamais oublier, parce que moi, je me suis intéressé à cette guerre par rapport à ce que des gens qui étaient de l'autre côté de la ligne me disaient, c'est le désarroi des Russes à l'égard de notre pays. C'est-à-dire qu'ils se sentent trahis par ce que nous faisons. Enfin, pas nous en tant que peuple, Dieu merci, mais ce que font nos représentants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que eux n'ont pas oublié les grandes alliances que nos pays ont eues ensemble, malgré des différences idéologiques. Quand le général de Gaulle tendait la main à Khrouchtchev ou à l'Union soviétique, on savait très bien ce qu'il pensait du communisme. Mais ça n'empêchait pas des liens diplomatiques avec la Russie éternelle. D'ailleurs, pour terminer sur ce point, une petite note de politique intérieure française. Je ne vous demande pas forcément votre avis, puisque vous ne faites pas de politique strictement, mais moi je suis quand même effondré de voir que les prétendues oppositions, le Rassemblement national, l'UDR de Monsieur Ciotti, les Républicains, ou bien le Parti socialiste, ou bien le Parti communiste français, ou LFI, qui ont des députés à l'Assemblée nationale, il y a rien, il se passe rien, il n'y a pas quelqu'un qu'alors même quand on parle quotidiennement d'un risque de guerre nucléaire, il ne se passe rien, on parle simplement des démêlés judiciaires de Madame Le Pen, des détournements de fonds et du livre nullissime de Monsieur Bardella. Et puis de l'autre côté, on parle, je sais pas quoi, de déclarations à l'emporte-pièce sur la Palestine. Mais enfin, les Français ne sont pas représentés, alors que c'est quand même des événements très graves qui se passent dans l'histoire du monde et de l'Europe et de la France. On a une classe politique qui est celle qui a accès aux grands médias, qui est
je trouve, tu portes une responsabilité écrasante dans le fait que Macron peut continuer à détruire l'image, la réputation et les intérêts de notre pays. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ah ben vous avez entièrement raison, puis ce qui est le plus surprenant quand on connaît ce qui s'est passé dans le Donbass et quand on connaît la façon dont les mouvements indépendantistes sont nés dans le Donbass en 2014, le Parti communiste français devrait s'interroger sur le caractère qu'il a voulu conserver d'internationalisme. Parce que aujourd'hui, il faut bien être clair, les gens qui ont décidé de lutter contre le Maïdan dans le Donbass, ce sont les membres des partis et des syndicats affiliés au Parti communiste autrefois soviétique qui en sont à l'origine. Et que l'opération militaire spéciale qui a été décidée par la Douma en février 2022, c'est une loi qui a été proposée par le Parti communiste russe. Donc le Parti communiste français finit de se discréditer et de sortir de l'histoire où pourtant, dans certains moments, il avait su se montrer à la hauteur de sa tâche historique. Là, c'est d'accord avec vous, c'est affreux. Le Parti communiste n'a plus rien de communiste, de même que les prétendus gaullistes de LR n'ont strictement plus rien de gaulliste. Donc c'est une espèce d'effondrement. Bon, quand on connaît l'histoire comme vous, on sait qu'il forcément il y aura un moment, un sursaut. En tout cas, je le pense. Sylvain Ferreira, merci infiniment. C'était extrêmement intéressant. Si vous me le permettez, lorsque vous serez de passage à Paris, venez me voir, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et puis, l'UPR TV est à votre disposition. On pourrait se revoir, je sais pas, d'ici un mois, par exemple, pour voir quelles ont été les évolutions, si ça vous chante. Voilà. Avec très grand plaisir, Monsieur Asselineau. Avec très grand plaisir. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi cet entretien passionnant avec Sylvain Ferreira, analyste géopolitique et historien des conflits militaires.